Nous allons parler de la précarisation des salariés aidants seniors, des causes et des solutions. Et notre invitée qui connaît bien le sujet, qui est la fondatrice de Tilia, Christine Laminel. Bonjour Christine. Bonjour Frédéric. Peut-être commencer par présenter Tilia et après on va parler de la précarisation des salariés aidants. Très bien. Écoutez, donc je suis la dirigeante de Tilia, société que j'ai créée en intrapreneuriat chez BNP Paribas et qui est détenue par BNP Paribas Personal Finance. Notre société accompagne aujourd'hui donc une société de conseil et de services qui accompagne les entreprises, les organisations avec leurs salariés aidants. Pardon. L'idée, c'est vraiment de venir déployer un dispositif à la fois collectif et d'accompagnement individuel pour soutenir les organisations. Et donc, on va venir faire du collectif pour vraiment sensibiliser toute l'entreprise, toutes les parties prenantes, apporter un éclairage, un diagnostic par rapport à finalement à cette thématique de salariance, apporter des éclairages sur les situations vécues par les salariés, et puis accompagner de manière très pratico-pratique les collaborateurs au quotidien en identifiant sous une approche plutôt care management des intervenants à domicile, en les coordonnant, en orientant vers les démarches administratives et les dossiers à monter. Et donc, pour finalement apporter une valeur ajoutée aux collaborateurs aidants de tranquillité d'esprit, de gain de temps et puis de meilleure conciliation des temps de vie et in fine le maintien en emploi dans des bonnes conditions. Les entreprises jouent le jeu, s'intéressent aux salariés seniors et salariés aidants seniors. Mmh. Alors, en tout cas, on constate, ça fait 7 ans que Tilia a été lancé, on constate effectivement que ça va en crescendo. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques années auparavant en termes d'accompagnement plutôt de dispositifs légaux. On l'a vu en 2020, le congé de proche aidant indemnisé. On a senti un peu une effervescence. Il y a eu le plan Agir pour les aidants. Et puis, finalement, certaines entreprises qui étaient déjà très matures sur le sujet ont continué d'accroître leurs dispositifs pour leurs collaborateurs, quand d'autres, finalement, s'emparent du sujet et de cette problématique. Ce qui est important, en tout cas, c'est que chacune des entreprises peut mettre à disposition des aides, peu importe finalement la taille de l'entreprise, peu importe ses moyens, on a toujours des dispositifs activables. Le plus important, c'est que finalement, cette problématique soit intégrée dans la politique sociale de l'entreprise, qu'on la, qu'on la traite plutôt de manière holistique et que ça soit finalement pas un sujet anecdotique et finalement, c'est un peu comme le sujet du handicap, il faudrait davantage le normaliser pour faire en sorte finalement que ça n'en soit plus un de sujet. Voilà. Si je suis des RH et que je suis intéressé par Tilia, je peux m'attendre à quel type de résultats? Est-ce qu'il y a des chiffres? Comment je vais mesurer la pertinence de Tilia? Oui, oui, bien sûr. Alors, d'ores et déjà, quand on débute un accompagnement, en tant que DRH, on va vous proposer d'établir un panorama de l'aidance dans votre entreprise. Les RH qui nous sollicitent, en règle générale, soit sous-estiment largement le nombre de salariés en situation d'aidance dans leurs effectifs, et donc à ce titre, considèrent à tort qu'il n'y en a pas. D'autres vont estimer que, effectivement, s'ils ne se sont pas manifestés, c'est qu'il n'y a pas de besoin. Et puis, dans ces cas-là, nous, on va venir faire donc, ce panorama qui va donner la parole aux aidants, mais aussi aux non-aidants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 6 aidants sur 10 ne savent pas qu'ils sont en situation d'aidance. Donc, l'idée, c'est déjà de libérer la parole, de délivrer en tout cas ce message que l'entreprise est ouverte à accueillir justement les situations. Et puis, on donne aussi la parole aux non-aidants, mais les aidants de demain finalement. Et puis, les managers vont pouvoir aussi s'exprimer pendant cette phase un peu d'audit qui va nous permettre de comprendre un petit peu la culture de l'entreprise, pourquoi finalement il y a des bloquants, des freins au fait que les collaborateurs se manifestent. Et une fois qu'on aura établi cette première phase qui est cruciale pour nous de panorama dans l'entreprise, on va apporter des éclairages
nos clients RH en termes de situation anonymisée, bien sûr, mais également voilà, quels sont les profils de ces salariés aidants, l'âge, le sexe, la typologie d'aide qu'ils apportent, et puis le profil du proche fragilisé qu'ils accompagnent. Et puis, est-ce qu'ils ont connaissance des dispositifs dans l'entreprise? Et est-ce qu'ils les utilisent? Et pour quelles raisons? Oui ou non, ils ne les utilisent pas. Et ça, c'est un vrai pain point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de nombreuses entreprises qui nous disent, non, mais moi, j'ai déjà déployé des dispositifs pour les aidants, ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas d'usage. Et donc, en fait, c'est simplement que la solution n'était pas forcément adaptée. Donc, on commence par effectivement cette phase on fait une photographie et ensuite, une fois qu'on aura déployé des dispositifs d'accompagnement, de sensibilisation, que ce soit pour les DRH, pour les managers, les former, les sensibiliser, à accompagner, avoir la bonne posture, comment détecter les signaux d'alerte, et puis ensuite, des dispositifs dédiés à proprement parler aux aidants avec des thématiques bien spécifiques tout au long de l'année. Et à l'issue de quoi, en fin d'année, alors tout au long de l'année, on suit les KPI, hein, mais en fin d'année, on va pouvoir apporter un rapport, un bilan anonymisé. Donc l'ARH verra les usages, les situations, et puis on pourra également apporter, on a une mesure d'impact, et donc on va parler de nombre d'heures économisées par semaine, de qualité justement, de sérénité, de tranquillité d'esprit, leur perception par rapport justement à l'accompagnement, s'ils se sentent beaucoup plus soulagés, et puis par rapport également à l'expertise qu'on leur apporte. Voilà, donc on a des indicateurs qu'on suit et qui nous permettent aujourd'hui de venir nourrir nos clients dans leurs réflexions. Les clients qu'il y a, c'est des grandes entreprises, des ETI, des PME. Alors finalement un peu de tout. On a effectivement au lancement de Tilia plutôt adressé les grands groupes en passant par d'abord notre propre groupe BNP Paribas. Parce qu'on avait besoin d'accélérer très rapidement et de faire forcément beaucoup plus de volume et accompagner un maximum d'aidants. Là, aujourd'hui, on accompagne des plus petites structures, hein, des ETI, des PME. L'idée, c'est de dire que notre dispositif, quand bien même il est clé en main et qu'on va être force de proposition, il est malgré tout sur mesure, spécifiquement à l'entreprise, à son niveau de maturité, à la taille, parce que effectivement, quand on déploie l'accompagnement dans une entreprise de 400 collaborateurs, eh bien, on ne va pas avoir les mêmes effets et le même type d'animation possible que quand on est sur un groupe de 80 000 collaborateurs. Et donc, bah, on a beaucoup plus de résultats dans une plus petite structure qui va être peut-être avec des valeurs humaines, avec finalement une ambiance plus familiale. Que parfois dans des plus grands groupes où il faut presque aller entité par entité pour que ça cascade dans l'entreprise et faire en sorte d'embarquer l'intégralité du paquebot, quoi. Euh, Entre les salariés seniors de plus de 50 ans, par exemple, on sait le nombre, le pourcentage qui sont aidants. Alors, en tout cas, par rapport nous aux clients qu'on accompagne, effectivement, aujourd'hui, on a plutôt une majorité de collaborateurs qui sont âgés de plus de 50 ans. Et c'est là où justement, nous, on voit encore une marge de progression parce que on passe notre temps à déconstruire effectivement les idées reçues qui sont que bah, le portrait robot de l'aidant, c'est plutôt une aidante qui serait proche de la retraite et qui accompagnerait un parent âgé. Or, on sait qu'aujourd'hui, il y a toutes les problématiques d'accompagnement qui sont liées à la parentalité. Donc, j'accompagne mon enfant en situation de handicap ou mon enfant malade, j'accompagne mon conjoint. Et donc, à ce titre, eh bien, on sait qu'il y a encore de la marge de manœuvre. Mais aujourd'hui, effectivement, spontanément, les collaborateurs qui s'adressent à nous viennent plutôt par rapport à l'accompagnement d'un parent en perte d'autonomie. Et c'est là où nous, on s'inscrit davantage aujourd'hui finalement dans une démarche plutôt curative, dans une démarche d'urgence où on aimerait justement, et on fait beaucoup de prévention pour l'anticipation des situations, parce que dans le cas de l'accompagnement d'un parent âgé, des situations pourraient être évitées, les situations de chute, les situations
de malnutrition, de diagnostic tardif. Et donc aujourd'hui, on considère qu'en passant par l'entreprise, dans son rôle de prévention de la santé physique et psychique de ses collaborateurs, et bien par ricochet, on peut aussi sensibiliser les aidants à l'accompagnement de leurs proches. Oui, c'est l'anticipation de la possible dégradation de l'état de santé de la personne, ou de la situation de la personne aidée, que vous pouvez traiter via les futurs aidants ou les aidants en début d'aidance. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que finalement, quand on parle d'absentéisme des aidants, le caractère qui est le plus finalement difficile à anticiper, c'est ce côté du jour au lendemain, finalement, je dois m'absenter et aller au chevet de mon proche. Quand bien même le collaborateur qu'on encourage à partager la situation à son manager va pouvoir dire que dans cette période, c'est un peu compliqué, qu'effectivement, il y a des problèmes de santé avec son proche et que potentiellement, il va devoir s'absenter, ça veut dire que derrière, on va pouvoir mettre en place une organisation, un système de backup avec l'équipe pour que du coup, ça soit moins subi et que le collaborateur aidant soit moins dans une situation de culpabilité, parce que les aidants n'apprécient pas de devoir comme ça s'absenter, laisser leur charge de travail aux collègues. Il y a une vraie conscience professionnelle. Il ne faut pas penser qu'effectivement les aidants sont des personnes désengagées qui sont justement sur qui on ne peut pas compter. Donc vraiment, l'idée, c'est de venir sensibiliser encore une fois tous les acteurs de l'entreprise, prendre conscience que chacun d'entre nous, à un moment de sa vie et de sa carrière professionnelle, sera confronté à une situation d'aidance. Comment, justement, l'entreprise met en place les conditions de travail. On parle de la semaine de la QVCT bientôt. Quelles conditions vont être mises en place pour ce maintien dans l'emploi, dans les bonnes conditions pour ces salariés aidants? C'est essentiel. Aujourd'hui, le congé de proche aidant a le mérite d'exister. Néanmoins, ce n'est pas la solution. Parce qu'on va parler après vous parliez des répercussions de la précarisation des salariés aidants seniors. Eh bien, il y a un risque d'isolement. Déjà, en règle générale, un aidant va avoir tendance à avoir un repli sur soi et à finalement ne plus avoir le temps pour ses loisirs, ne plus avoir le temps pour s'occuper de sa propre santé. Donc, in fine, on a 78% des aidants, selon le baromètre aidé et travaillé auquel on est partenaire avec Interfacia, eh bien, finalement, va constater des dégradations sur sa propre santé, donc en tant qu'aidant. Donc ça fait quand même, ça laisse à réfléchir. Et puis, ce risque aussi d'isolement social, c'est-à-dire que si on prend finalement ce congé de proche aidant ou qu'on prend un congé sabbatique, comme certains le font, pour s'occuper du proche, eh bien, on est en rupture avec le monde du travail. Et puis, certains aujourd'hui, le retour en emploi est complexe et n'arrivent pas à valoriser finalement cette expérience d'aidant. Et donc, finalement, c'est une situation où le collaborateur, personnellement, n'est pas bien, et puis professionnellement, va se sentir diminué et pas valorisé. Autre question, quelles actions spécifiques pour accompagner les collaborateurs aidants seniors? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pléthore de dispositifs qui sont d'ordre, des dispositifs légaux, extra-légaux, qui peuvent être mis à disposition des salariés aidants et qui, pour le coup, ne peuvent pas être refusés par l'employeur. Je parle du congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale pour accompagner un proche sur sa fin de vie. Mais il y a aussi d'autres dispositifs dans l'entreprise qui ne sont pas toujours à destination au départ des aidants, mais qui peuvent être des solutions. On évoquait par exemple le Covid. Finalement, le fait de télétravailler, le travail à domicile, finalement, a facilité certaines situations d'aidants, quand bien même, ce n'est pas la panacée, le travail à domicile, parce qu'encore une fois, on prône plutôt le maintien en emploi. Néanmoins,
Ça a facilité des situations d'accompagnement d'un parent qui était en province. Et donc, quand je télétravaille à domicile de mon proche, je vais pouvoir passer les repas avec, je vais pouvoir faire quelques courses, je vais pouvoir l'emmener aux rendez-vous médicaux puisque je suis sur place. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la moyenne distance entre un proche et son aidant, c'est à peu près 230 km. Et donc, à ce titre, ça facilitait les choses. Mais dans l'entreprise, quand on interroge des équipes, des managers, par exemple, avoir un peu de souplesse dans l'aménagement des horaires, de flexibilité sur justement le fait que si je dois accompagner mon enfant dans son établissement spécialisé et qui n'ouvre qu'à 9 heures, ça sera compliqué pour moi d'être présente à 8h30 à la réunion d'équipe. Et donc, dans ces cas-là, d'apporter au sein de l'équipe un peu plus de flexibilité. Pour certaines, ça va être de mettre en place du télétravail renforcé, une mobilité géographique. On va pouvoir aussi organiser l'équipe pour que ponctuellement, par exemple, il y ait une charge moins importante sur le collaborateur aidant. En tout cas, entre sensibilisation, formation, parfois des communautés d'aidants au sein des entreprises sont à disposition pour libérer la parole, ça permet de créer un environnement plutôt bienveillant, un environnement de confiance où on va faciliter la libération de la parole. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est que ce sujet, encore une fois, ça ne soit pas simplement un sujet parmi tant d'autres, qui concerne ou pas un certain nombre de collaborateurs. Ce n'est pas un sujet personnel, c'est bien un sujet de toute l'entreprise, un sujet global qu'il faut intégrer pour une meilleure inclusion des collaborateurs. Vous pouvez réexpliquer comment Tilia intervient dans ces actions que vous venez de dire? Mhm. Alors, Tilia, on intervient sur l'approche collective. Donc, j'ai largement parlé du panorama de l'aidance. Ensuite, on va faire de la sensibilisation. Sensibilisation auprès des RH, auprès des managers et ensuite auprès des salariés avec, par exemple, des ateliers sur comment se préserver, se ressourcer, sécuriser le domicile de son proche, tout ce qui va être sujet de protection juridique de son proche. Et puis, également, toutes les aides qui existent, légales, extra-légales. Et puis, Tilia va venir aussi intervenir sur toute la phase d'accompagnement donc individuel. Et donc là, c'est vraiment du cas par cas. Le collaborateur va être pris en main, accompagné par nos conseillers sociaux, nos assistants personnels, et puis ont à disposition une application partagée. Notre application, elle permet d'être partagée entre l'aidant, le binôme aidant-aidé, et puis jusqu'à 3 proches de l'entourage. Vraiment, au travers de l'application, on a l'agenda partagé, le carnet de vie, on va suivre le passage des prestataires, on va surtout pouvoir se coordonner et puis se décharger auprès des assistants personnels à qui je vais par exemple demander de mettre en place le passage d'une infirmière quotidiennement pendant 3 mois, de me rechercher un kiné à domicile, de trouver des séances d'orthophonie, de faire venir un lit médicalisé à domicile, de coordonner les différents rendez-vous médicaux, paramédicaux ou de prestations de services. Et les assistants personnels s'occupent d'appeler les intervenants, de les coordonner et de les ajouter dans l'agenda partagé accessible à tout l'entourage. Pour ces actions, il aura fallu détecter les situations d'aidance. Comment ça se passe en fait enfin, quelles recommandations vous faites pour pouvoir détecter ces situations? Parce que tout à l'heure, vous disiez effectivement qu'il y a une partie des aidants qui ne s'estiment pas être aidants, enfin, qui n'ont pas conscience d'être aidants. Comment on détecte ces différentes situations? Bien sûr. Alors, le sujet de la détection, c'est à la fois, on donne des bonnes pratiques en termes de management, d'être dans une écoute active, de pouvoir être vraiment à l'affût des signes qui sont parfois, on parle de signaux faibles, mais qui finalement sont plutôt des signaux d'alerte et qui ne sont pas forcément des signaux faibles. Ça peut être des changements de comportement, plus d'émotivité, au contraire plus d'agressivité. Ça peut être des comportements de repli sur soi et donc de moins de temps de cohésion avec l'équipe et de partage extra-professionnel. Ça peut être une tendance à être, alors certains vont parler par exemple, vous voyez, de moindre performance ou productivité des collaborateurs aidants. Alors, l'idée, c'est pas de les stigmatiser en disant ça, c'est d'ailleurs eux-mêmes, dans notre baromètre,
qui partagent le fait qu'à 71%, ils sont inquiets eux-mêmes des répercussions de leur rôle d'aidant sur leur travail. Donc vraiment, c'est de se dire que oui, aujourd'hui, et c'est bien normal, quand on accompagne un proche dont la santé est fragilisée, qui perd en autonomie, ça génère du stress, de l'anxiété. Et donc, à ce titre, forcément, quand on est au travail, qu'on a un appel de l'hôpital, qu'on a un appel du prestataire de service et que ça ne se passe pas bien à la maison, et ben forcément, ça génère de la contrariété qui peut faire qu'on a des sujets de concentration moindres, qu'on va avoir des deadlines qui vont être moins respectés dans les livrables finalement du collaborateur. Et donc ça, c'est des situations qui vont être répétées, qui vont être des comportements inhabituels. Et c'est plutôt ça qu'on interpelle les managers en disant, voilà, soyez en éveil par rapport à justement ces situations qui viendraient à changer, ces comportements inhabituels et réguliers. C'est pas une fois je vais arriver au travail en pleurs ou avec des cernes parce que j'aurais eu un événement le week-end un peu fatigant. Non, non, c'est quelque chose qui va être sur la durée. Ça peut être constaté effectivement des retards fréquents, un collaborateur qui part précipitamment du travail, qui, pour le coup, peut-être aussi avoir des sujets d'arrêt de travail à répétition, parce qu'on sait aussi que beaucoup d'aidants aujourd'hui s'arrêtent pas en leur propre, quoi, s'arrêtent en leur nom, mais pour finalement accompagner leurs proches. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir détecter, j'imagine que vous les formez à agir ensuite avec tact. C'est ça. Alors, on a effectivement aussi, on partage un certain nombre de conseils qui permettent justement aux managers d'être dans une posture justement d'accompagnement, pas faire d'eux des experts de l'aidance. L'idée, c'est vraiment de savoir écouter le collaborateur et comprendre sa situation pour pouvoir apporter et co-construire ensemble un dispositif, un aménagement qui convienne, un aménagement en temps de travail, en charge de travail, qui permettent que lui puisse ne pas avoir à renoncer ni à son travail, ni à son rôle d'aidant, qui soit ni pénalisant pour l'entreprise, ni pénalisant pour le salarié aidant. On va être dans également l'orientation vers les interlocuteurs les plus appropriés et experts dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Et puis, faire aussi en sorte que, à partir du moment où on explique une situation dans une équipe, encore une fois, hein, sans être intrusif et ni d'être dans de l'impudeur et déballer sa vie personnelle. L'idée, c'est aussi de faire comprendre à l'équipe, expliquer la situation. Et à partir du moment où on explique la situation, les collègues vont être beaucoup plus dans une démarche d'empathie, encore une fois, et de vouloir aider, plutôt que d'être dans un sentiment d'injustice, parce que quand on n'explique pas la situation, la première chose qu'on peut voir, c'est effectivement, il y a un traitement de faveur pour tel et tel collaborateur sans connaître la situation. Donc, dénouer vraiment en tout cas, si on délie les langues et qu'on dénoue les problèmes qui en réalité n'en sont pas, eh bien, forcément, on constate les bienfaits de la mise en place de dispositifs. Pour poursuivre, j'ai cru lire ou entendre qu'une partie des salariés aidants ne voulaient pas, avaient peur de se déclarer aidant. Comment ça se passe quand il y arrive dans une entreprise? J'imagine, bon, il y a ceux qui n'ont pas peur qui vont se déclarer, et après, j'imagine que les autres vont mettre du temps pour être rassurés. Comment ça se passe? Alors, tout dépend de leurs besoins et de leurs attentes. C'est-à-dire que dans certaines situations, effectivement, certains collaborateurs qui vont être plutôt ceux qui accompagnent un enfant en situation de handicap vont se manifester plutôt à leur RH pour disposer de congés additionnels quand on fait des campagnes de dons de jours de RTT, quand il y a une bourse d'études abondée par l'entreprise, quand on a un enfant en situation de handicap, par exemple. Et donc, ça veut dire que là, le collaborateur a vraiment le sentiment qu'il va obtenir, en tout cas, il y a un bénéfice pour lui d'aller se déclarer. Quand aujourd'hui, sur des situations d'accompagnement d'un parent qui est âgé, qui est en province, où finalement le collaborateur a le sentiment que l'entreprise ne va pas pouvoir lui apporter grand-chose, eh bien, il est encore aujourd'hui dans la crainte justement d'être
mis de côté pour les évolutions professionnelles, d'être vu comme quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, qui ne va plus être disponible et qui va être effectivement l'esprit ailleurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, quand on déploie dans l'entreprise, on va encore une fois en cascade. On part de toute l'entreprise, on porte le sujet parce que c'est crucial que le sujet soit porté au plus haut de l'entreprise, sans quoi les collaborateurs ne s'emparent pas des dispositifs. Si on leur met à disposition par le biais, par exemple, uniquement de l'interface intranet, le lien vers notre application sans plus d'explications, on fera chou blanc. Si en revanche, ça part de la direction et qu'il y a une vraie volonté, alors par exemple, aujourd'hui, vous voyez, on accompagne dans la rédaction de chartes d'engagement, chartes éthiques envers les salariés aidants, quand d'autres rédigent des accords aidants. Mais certaines n'ont pas encore le niveau pour aller adresser le sujet dans un accord. D'autres vont le rajouter dans un accord handicap avec un paragraphe dédié aux aidants. Quoi qu'il en soit, il faut que ça soit porté par la direction de l'entreprise, que ça fasse partie de sa politique sociale et de une vraie volonté, voilà, portée. Et puis après, du coup, ceux qui souhaitent rester effectivement dans l'anonymat font appel à notre dispositif en téléchargeant notre application, participent tout au long de l'année à nos webinaires interentreprises, mais peuvent rester complètement anonyme en utilisant de manière confidentielle notre dispositif. Mais il faut bien distinguer les deux. Ça commence par une approche collective et ensuite par un accompagnement personnalisé. Qui finance Tilia? Mon entreprise utilise Tilia? Alors, c'est essentiellement aujourd'hui l'entreprise, donc la direction des ressources humaines, mais également parfois les CSE, hein, qui, pour certaines entreprises, ont une répartition 50-50 de tiers un tiers. Et puis, on a aussi d'autres modèles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne également des mutuelles qui ont leur propre plateforme, par exemple, d'assistants ou de conseillers sociaux auprès de qui on va plugger finalement notre propre application en intégrant leur assistance humaine dans notre application. Et puis pour d'autres, par exemple, c'est le cas de BNP Paribas Banque Privée. Donc les clients de banque privée de BNP Paribas ont dans leur convention l'accompagnement, le service accessible Tilia qui leur est offert. Voilà. La première raison pour laquelle l'entreprise s'intéresse à Tilia et utilise Tilia? Alors, je vous dis, par rapport à leur niveau de maturité, parce que certains considèrent effectivement l'impact et les répercussions que génère le rôle d'aidant, tant sur le collaborateur dans sa sphère personnelle que professionnelle, mais également les répercussions sur les collègues, sur le manager, sur l'équipe, sur finalement économiquement sur toute l'entreprise, parce que en se projetant ne serait-ce que d'ici 2030 avec un salarié sur quatre en situation d'aidance, forcément aujourd'hui ces chiffres font que ça alerte forcément les DRH, et c'est pour cette raison que certains soit veulent compléter leur dispositif et veulent aller plus loin dans l'accompagnement, soit souhaitent enclencher ces réflexions et mettre en place en phase, par exemple, pilote, comme c'est le cas, dans leur entreprise. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que cette thématique aujourd'hui, en termes de précarisation des salariés aidants seniors, on se rend compte qu'à la fois, c'est un cercle vicieux dans le sens les problématiques auxquelles font face les aidants, c'est le manque de temps. Donc, bien souvent, et on a pour 45% de ceux qui ont répondu à notre baromètre qui nous disent j'ai dû aménager mon temps de travail. On a 40% d'entre eux qui nous disent je suis allé jusqu'à prendre un temps partiel. Et donc, ce temps partiel, il est générateur de quoi? De revenus moindres. Et donc, finalement, un appauvrissement également, une précarisation économique du salarié qui finalement va avoir un pouvoir d'achat moindre. Et puis, il faut qu'on ait en tête aussi que les salariés, en tout cas les aidants, ont un reste à charge pas neutre, puisque aujourd'hui, ils absorbent entre 150 et 500 euros mensuels pour une majorité d'entre eux. Et donc, à ce titre, eh bien, comment finalement donner les conditions nécessaires de maintenir en emploi dans des conditions de travail qui leur permettent, encore une fois, de pouvoir prendre soin de leurs proches sans avoir à faire une croix sur leur évolution professionnelle, sur leur carrière et sur leur équilibre vie pro, vie perso.
Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter? Bah, c'est vrai que j'ai depuis 7 ans un peu cette frustration de dire qu'on porte ce sujet qui nous tient à cœur, qu'on aimerait, vu l'ampleur hein, du chantier, ces millions d'aidants dont on parle, eh bien, pouvoir les accompagner plus massivement hein, en nombre. Et donc, du coup, en tout cas, ce que je me dis, c'est que le sujet n'en sera plus un. C'est comme les sujets de RSE et en fait, c'est à partir du moment où ils auront été intégrés dans l'entreprise, dans la politique sociale de l'entreprise, et que le sujet de l'aidance n'en sera plus un, que ça sera devenu une norme et qu'on n'ait plus à faire un choix entre son proche et sa carrière. Voilà. Super, merci. Échange vraiment passionnant. Merci Christine Lavillière. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Tilia. Merci beaucoup. Merci Frédéric.